Alors, la Maison des aidants, donc évidemment, plus que jamais, le 6 octobre, c'est le jour d'en parler. Nous avons donc créé cette Maison des aidants il y a 2 ans, dans le cadre donc de notre activité d'accompagnement du binôme aidant-aidé. C'est un concept novateur qui a pour vocation donc d'approcher donc ces problématiques du binôme aidant-aidé de façon systémique, c'est-à-dire de façon globale. Et la Maison des aidants, c'est plus qu'un toit, c'est une vraie démarche. Alors, nous avons créé cette Maison des aidants dans un contexte qui est celui donc global de l'allongement de l'espérance de vie, de l'évolution des politiques publiques, mais aussi de la transformation de l'offre médico-sociale. Et nous sommes là dans une logique de parcours, et non pas une logique de parcours uniquement destinée à l'aider, mais à ce binôme aidant-aidé. Comme vous le savez, nous sommes dans ce qu'on appelle les métiers en tension. Ça veut dire que nous avons bien souvent des difficultés à recruter des personnels qui soient bien sûr formés pour cet accompagnement. Et il nous faut aussi, c'est nécessaire, de faire évoluer les métiers de l'accompagnement qui ne sont pas suffisamment attractifs. Et la Maison des aidants, par une approche nouvelle, a cette volonté également de faire bouger un peu les lignes quant à la perception des métiers de l'accompagnement. Nous sommes convaincus que pour prendre soin d'autres, il faut prendre soin de soi. Ce n'est pas nous qui avons imaginé cette approche, car souvent, si les proches aidants ont des difficultés, eh bien très, très vite, le droit de bien vivre au domicile s'effondre. Ça veut dire que, oui, il est nécessaire de mettre en cohérence les attentes, les besoins et les services avec une évaluation globale, le repérage des fragilités du binôme. Je vous propose de voir cette plateforme de répit que nous avons mise en place récemment. Bonjour, là c'est moi, Michel, avec ma femme Louise. Nous nous sommes mariés il y a 43 ans. Nous avons traversé la vie avec un bonheur de tous les instants. Et jamais je n'ai cessé de l'aimer. Même dans les moments difficiles comme aujourd'hui, où je dois l'aider du soir au matin, faire sa toilette, l'habiller, m'occuper des courses, préparer nos repas, l'aider à manger, me relever la nuit quand elle a perdu sa boussole. Sans parler des démarches administratives, je me suis vite senti seul, épuisé, stressé, angoissé. Un jour, j'ai découvert que j'étais un aidant. Un aidant est une personne qui, sans être professionnelle, vient en aide à une autre personne de son entourage. Un conjoint dans mon cas, mais aussi un parent, un voisin, une connaissance pour d'autres, des gens qui font tout leur possible pour un proche, mais se sentent comme moi au bout du rouleau. Aujourd'hui, Luna me soutient à travers sa plateforme de répit. Je peux ainsi revoir mes amis et échanger avec une psychologue pendant que Louise bénéficie d'un accueil de jour à Luna ou dans une halte répit. Je suis rassuré, car un professionnel s'occupe d'elle à domicile et une animatrice poursuit les activités de l'équipe spécialisée Alzheimer. De mon côté, je rencontre d'autres aidants autour d'un café animé par Luna et nous assistons à ses formations. Nous avons à nouveau des moments privilégiés ensemble. Comme cette escapade encadrée par Luna, nous avons retrouvé de l'énergie. Si, comme moi, vous vous occupez au quotidien d'un proche dépendant, vous êtes un aidant. Pour obtenir un soutien adapté, une équipe de professionnels est à votre écoute. Médecins, psychologues, infirmiers, auxiliaires de vie, aides médico-psychologiques, animatrices. Venez tous les rencontrer. Ils vous accompagnent et ça change tout. Eh bien oui, nous vous accompagnons et ça change tout, en tout cas c'est ce que nous souhaitons. Et c'est vrai que nous voulons proposer des solutions d'accompagnement et de répit qui prennent en considération l'environnement donc évolutif des déterminants de santé de l'aidant et de l'aidé. On sait trop que d'un mois à l'autre, les besoins peuvent évoluer au niveau de l'accompagnement du binôme.
Nous voulons accompagner dans une logique de parcours de vie, c'est-à-dire en évitant les phénomènes de rupture, parce que c'est vrai que la vie, elle n'est pas donc segmentée, c'est un déroulé, et nous voulons accompagner dans ce cheminement. C'est tout le contraire d'une offre packagée, c'est-à-dire que nous voulons vraiment faire du sur-mesure et proposer donc un accompagnement qui va bien au binôme aidant-aidé. Là, vous avez besoin d'une vidéo? Non, je continue. Alors, ce concept expérimental n'est pas hors sol. Pourquoi nous disons que ce concept n'est pas hors sol? Tout simplement parce que la Maison des aidants, elle s'appuie sur plusieurs services, sur une équipe pluridisciplinaire d'abord. J'ai à côté de moi donc Élodie, neuropsychologue, mais nous avons aussi ergothérapeute, etc. Et nous avons bien sûr une équipe pluridisciplinaire déjà depuis fort longtemps, puisque notre association Una Boca Journée a fêté ses 60 ans il y a quelque temps. Nous avons donc déjà un SAD, service d'aide et d'accompagnement au domicile, sur le territoire de l'ouest du département de l'Orne. Et ce SAD Una Boca Journée est certifié Capandéo, c'est-à-dire particulièrement adapté aux personnes en situation de handicap. Nous avons également un accueil de jour depuis une dizaine d'années, une plateforme pour une offre innovante de répit et, bien sûr, et nous aurons l'occasion aujourd'hui d'échanger avec nos partenaires, des partenaires de santé médico-sociale, des fédérations avec lesquelles, donc, bien sûr, la plateforme pour une offre innovante de répit a été construite. Nous allons, bien sûr, aussi innover avec une plateforme départementale qui va permettre d'accompagner par une écoute téléphonique les aidants, quel que soit bien sûr l'âge ou la pathologie, et quel que soit aussi donc, le territoire sur le département de l'Orne. Cette création de cette plateforme d'écoute et d'accompagnement au niveau du téléphone des aidants va pouvoir précisément apporter un nouveau dispositif, car souvent on est en manque d'écoute et on a besoin de pouvoir échanger, se confier et surtout trouver des pistes de solutions. Et donc là, M. Montambeau, je me permets de couper. Comment est-ce que ça a été avancé, la mise en place de cette plateforme téléphonique? Alors bon, pour l'instant, donc la plateforme téléphonique, elle est créée, mais elle va commencer effectivement, je pense, à la fin du mois. Hein, c'est pour ce qu'on peut dire. D'accord. Hein, c'est parce qu'on a eu des petits dérapages dans le temps. Là. Non, mais c'est pas grave. Oui. Donc on mettra une information en bas de la vidéo pour savoir quel numéro de téléphone. Oui, on pourra c'est appeler. Mme Mbappé qui va être en charge de cette plateforme, donc, mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'elle fonctionne. D'accord, très bien. Elle est prévue et elle est dans probablement fin octobre. Très bien, on mettra l'information en dessous de cette vidéo et dans nos communications. Voilà, donc, comme je le disais, donc, ce n'est pas une conception hors sol, c'est-à-dire on n'a pas trouvé une maison en disant tiens, on va créer une maison des aidants. La maison des aidants, elle vient bien dans un continuum d'une approche du binôme aidant-aidé. Et comme je le disais tout à l'heure, SAD, service d'accompagnement, accueil de jour, plateforme, nous avons là donc déjà un dispositif. La maison des aidants venant compléter et, je dirais, mettre un chapeau sur ce dispositif. Et là, on retrouve le concept de toit. Mais tout ne se fait pas sous la maison des aidants. Bien évidemment, c'est parfois à partir de la maison des aidants que des dispositifs et des propositions d'accompagnement sont proposés. Nous souhaitons agir sur les déterminants de santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout à fait, il faut plutôt avoir une logique d'anticipation. C'est-à-dire que plutôt que de se dire ah ben, attendons, on verra bien, et c'est souvent ce qui est constaté au niveau des aidants qui se disent bien je fais ce que je dois, je suis aux côtés de mon aidé, femme, homme, fils, fille, peu importe. Je fais ce que je dois et puis eh bien on verra. Et c'est vrai que très souvent, faute d'une logique d'anticipation, on va trop loin sans se faire accompagner, sans se faire aider. Et véritablement, nous voulons faciliter cet accompagnement et la maison des aidants doit pouvoir
parce qu'elles n'ont pas été un guichet unique. Le terme de guichet unique est galvaudé, on en parle beaucoup et à propos de tout. Mais en tout cas, facilité par une offre plus lisible, donc plus accessible sur le territoire également de la Maya, quel que soit l'âge de la pathologie, avoir une possibilité d'avoir des interlocuteurs qui peuvent nous orienter vers des pistes de solutions. La maison des aidants, c'est une maison entièrement domotisée et connectée. Je propose de voir comment nous avons pu mettre en place dans l'un des niveaux de la maison des aidants une cuisine adaptée pour faire de la prévention. Alors je confirme, hein, franchement, il y a une couleur dans la cuisine là, qui est à côté, là, qui est super, vraiment, même sans rien y faire. Mais par contre, si quelqu'un veut y accéder, quelles sont les conditions d'utilisation? Alors, comme vous l'avez vu, donc, cette cuisine est une cuisine domotisée, connectée, qui permet donc d'adapter du matériel, donc, quel que soit le handicap, si éventuellement, donc, dans ce cadre de la prévention et des ateliers culinaires, on pourrait dire, en tout cas diététique, c'est un grand mot, mais en tout cas, on peut se faire plaisir à plusieurs, à retrouver le goût de faire des sauces, de faire donc de la cuisine, car souvent on a vu que parfois les personnes ont du mal, lorsqu'elles sont en situation de solitude, à se faire à manger. On peut dire ça comme ça. Et on peut redonner le goût donc, du repas lorsqu'on a des ateliers de ce type. Et on a des personnes qui participent aux ateliers donc, culinaires, qui viennent par 6, 7 ou 8 personnes. Quel que soit leur centre d'intérêt. En tout cas, c'est vrai que le repas est préparé en commun.
Il est possible de regarder une grande tablette numérique sur laquelle on peut avoir des tutos, des recettes. On peut discuter autour de ces tablettes numériques. Et on va surtout échanger, sortir de chez soi, échanger. Et je dirais qu'à la limite, parfois, l'atelier est un prétexte. C'est-à-dire on sort de chez soi. Et puis finalement, on se fait plaisir. Et on termine, notamment dans le cadre de l'atelier dont il est question ici, on termine par un repas. D'accord. Évidemment, le Covid a compliqué les choses, et c'est vrai que les repas n'ont pas été possibles pendant la période du Covid, évidemment. Mais avant Covid, et on va s'empresser de recommencer à vivre du convivial autour de ces ateliers culinaires. Alors il suffit d'être inscrit. Comment venir donc à ces ateliers? Bien, on est inscrit à l'atelier donc en question, comme on s'inscrit à d'autres ateliers, que ce soit numérique, bien-être, etc. Mémoire. C'est ce que vous vouliez savoir, peut-être. Très bien, non, ça donne envie de ça venir donne faire. Envie. Ouais. Ça donne envie, et en moi, tout cas, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on voit les personnes vivre ce temps d'atelier, franchement, on se dit qu'il se passe quelque chose au-delà de l'aspect des casseroles et des sauces. En fait, c'est des moments de vie partagés. C'est de la vie partagée, c'est l'occasion de sortir de chez soi et de se remotiver sur les problèmes de la nutrition. Élodie, quelque chose par rapport à la cuisine, les ateliers? Je rebondis simplement sur l'aspect convivial, parce que là, effectivement, c'est l'atelier culinaire qui a été démontré, parce que c'est la meilleure nature d'atelier pour démontrer l'utilisation de la cuisine. Mais c'est vrai que pour aussi partager cette pièce, effectivement, on a beaucoup vu le mobilier de la cuisine, mais il y a aussi vraiment un espace à partager à côté. Et c'est vrai que même pour des rencontres du binôme aidant-aidé ou des 2 heures d'activité avec les aidants pour, encore une fois, sortir un petit peu de la maison, elle arrive vraiment à structurer cette rencontre avec cet espace convivial, un espace où on peut se poser. Et je trouve qu'on parlait de toi tout à l'heure, mais voilà, de pouvoir rassembler. Et c'est vrai que c'est un petit peu, comme, j'oserais dire, comme à la maison, pour retrouver des choses. Mais il y a cette liberté d'aller et venir et vraiment de se sentir bien. Et l'espace de la pièce, en tout cas, s'y prête grandement. Donc elle est fortement appréciée par nos visiteurs. En fait, moi, ma première visite de visu, je dis qu'est-ce que c'est éclairé? Qu'est-ce que ça te donne envie de venir? Et quand je suis sorti de réunion, il y avait un atelier qui était mis en place. Et en fait, ça sentait la vie comme à la maison. Et en fait, c'est quand on reste une maison des aidants à l'extérieur, c'est joli. Par contre, on va essayer de faire profiter de la journée pour montrer tout ce qu'il y a à vivre, à faire vivre, à vivre ensemble, à partager à la maison des aidants. Tout à fait. Alors je pourrais dire que qui est concerné par ces ateliers, notamment au niveau de la cuisine, eh bien précisément, c'est peut-être quelqu'un qui est aidant. Et pendant l'atelier cuisine, on peut imaginer que la personne aidée a été accueillie à l'accueil de jour, donc au rez-de-chaussée de la maison des aidants. C'est-à-dire que sous le même toit, du coup, on peut avoir donc l'aidant qui vit quelque chose, une petite bulle d'air autour d'une activité, et puis l'aider, donc accompagner au niveau de l'accueil de jour du rez-de-chaussée. Je dirais aussi que l'atelier cuisine, par exemple, est à destination des seniors aussi. Ce ne sont pas que des aidants. On peut imaginer quelqu'un qui n'est pas aidant, qui est senior, qui a le plaisir de retrouver d'autres autour d'une activité, peut très bien venir à la maison des aidants, donc pour vivre un temps, Donc qu'on soit aidant ou senior, on est censé pouvoir vivre à la maison des aidants des temps conviviaux autour des activités. Et je disais tout à l'heure, c'est vrai que parfois l'activité est un prétexte, c'est-à-dire que finalement, ce qui importe le plus, c'est des temps forts qui permettent de sortir de la bulle du domicile dans laquelle parfois on vit une grande solitude. Que trouve-t-on à la maison des aidants? Alors donc, on va peut-être là regarder ce qui peut être donc proposé à la maison des aidants. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, quand j'ai parlé tout à l'heure de l'accueil de jour. L'accueil de jour donc est destiné aux personnes, surtout personnes Alzheimer ou maladies apparentées. 10 places donc, pour pouvoir accueillir chaque jour une dizaine de personnes en accueil de jour. Nous proposons également des haltes répit. Donc la halte répit, c'est tout simplement une pause de l'aidant pour quelques heures, pour aller à un rendez-vous, pour vaquer à ses occupations. Nous proposons également des week-end répit, c'est-à-dire la possibilité de vivre une activité, un week-end,
à partir de la maison des aidants, donc accompagné avec son aidé ou seul en tant qu'aidant. Et donc les week-ends répit proposent et vont se développer en proposant un large choix d'activités, donc à Flers, autour de Flers, avec la possibilité bien sûr d'un hébergement à la maison des aidants et une nuitée ou 2 nuitées à la maison des aidants sans problème. Nous avons également un accueil temporaire qui est possible, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'évolution ergonomique du domicile, on parle souvent de la douche italienne. La douche italienne, parfois, dans des petits domiciles exigus, ça suppose du marteau-piqueur, de la poussière, du bruit, et ce n'est pas toujours compatible avec la vie au domicile pendant les travaux les plus importants. Donc on peut imaginer que l'accueil très temporaire, sur 2, 3 ou 4 jours, peut très bien donc s'imaginer à la maison des aidants, où on va pouvoir être accompagné pendant, je dirais, le plus gros des travaux, soit insupportable sur le plan phonique, soit sur le plan de l'atmosphère. Et donc c'est ce qu'on appelle l'accueil temporaire. On peut aussi donc imaginer qu'un aidant peut partir chez ses enfants pendant 3 ou 4 jours, et donc on va pouvoir, hors week-end, je dis bien hors week-end, va pouvoir trouver aussi à la maison des aidants une possibilité donc d'un accompagnement de la personne aidée. Nous avons des espaces de convivialité dans les différents niveaux de la maison des aidants, puisque le but, c'est bien sûr rencontrer du monde. Oui, rencontrer du monde, c'est vraiment l'expression, car tout ça est lié à la notion de solitude dans laquelle, trop souvent, les binômes aidants-aidés sont plongés. Et donc, le fait de venir à la maison des aidants, avoir des lieux où on va pouvoir se divertir ou échanger, c'est très important. Nous proposons également un espace bien-être, avec différents outils qu'on appelle Snozelen, mais aussi des espaces pour la relaxation, la réalité virtuelle, des tablettes géantes interactives. Et aujourd'hui, nous allons être dotés, le conseil départemental représenté par Mme Sylvie Thiolan, qui est là présente, va nous permettre de bénéficier d'un don, un outil, un appareil tout à fait novateur, puisque c'est un fauteuil qui s'appelle donc EnergyPod. Et cet EnergyPod, on vous le présentera plus tard, mais c'est vraiment un appareil qui permet de faire des micro-siestes, de se reposer dans un bain, donc dans des sons, donc des musiques, mais aussi des vibrations, mais aussi des lumières. Bon, bref, voilà, nous avons des outils à la maison des aidants et chaque jour, nous essayons de trouver de nouvelles techniques ou de nouveaux outils afin de pouvoir proposer ce qui n'est pas forcément proposé ailleurs, c'est-à-dire, oui, on peut aussi marquer la différence, trouver à la maison des aidants ce que l'on ne trouve pas forcément dans la ville. Alors, je vous interromps, on mettra des photos, on mettra des liens, des mini-vidéos sur tous les outils là, que M. Montombeau propose. Parce qu'en fait, ça fait tout un listing, mais quand on visite vraiment, ça fait en premier étage, ça fait au rez-de-chaussée, ça fait un peu salle de vie. Il y a une salle de vie au côté, il y a une salle de sport qui est aménagée un peu comme une salle de sport, mais tout à fait. Et une salle d'activité adaptée dont on parlera cet après-midi avec Mme Vaudebaillon, je crois. C'est ça. La salle de relaxation. Est-ce que les salariés ont le droit d'aller à la salle de relaxation? Alors, non, je plaisante. Je vais vous dire, la maison des aidants, c'est la maison des aidants. Et les aidants, c'est aussi les salariés, puisque nous avons 423 salariés à une Avocat Journée, ce qui est important comme vous le voyez. Nous avons ouvert la maison des aidants en septembre 2019. Malheureusement, comme vous le savez, le Covid n'était pas prévu dans le déroulé de la mise donc, en route de cette maison des aidants, et très vite, il y a eu des arrêts dans les fonctionnements, d'ailleurs à la demande de l'Agence régionale de santé, et nous n'avons pas pu, on peut dire, on n'est pas en vitesse de croisière, c'est-à-dire que tout ça a été prévu, sauf que nous n'en sommes pas encore à offrir des possibilités au personnel de l'UNAVOCA Journée de bénéficier des salles, mais c'est prévu, c'était évidemment tout à fait dans le droit fil de ce que nous souhaitons, mais pour l'instant, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que ce soit possible encore. C'est clair, c'est super. Voilà. C'est un super projet. On propose également un café des aidants. Nous sommes une Avocat Journée, donc adhérent à l'Association française des aidants, et je peux peut-être proposer à Élodie de parler du café des aidants.
Oui, tout à fait. Donc l'Association française des aidants est à l'origine de la création du Café des aidants, qui est un label. Donc c'est une association qui milite depuis près de 20 ans sur justement la reconnaissance des aidants dans la société, avec un siège social qui est basé à Paris. Mais la vocation est effectivement que tous les aidants puissent se reconnaître, être identifiés sur l'ensemble du territoire. Et pour cela, ça passe par une sollicitation de tous les professionnels du médico-social, social et sanitaire, et des dispositifs dans lesquels ils sont intégrés, ils sont inclus, pour justement être formés, avoir les outils pour offrir différents espaces de parole, différents espaces de rencontre aux proches aidants donc familiaux, donc non professionnels. Donc le Café des aidants, c'était le premier dispositif en adhésion avec l'Association française des aidants que l'on a mis en place. Donc c'était en janvier 2013, si je ne me trompe pas. Donc c'est une rencontre d'une heure et demie où un professionnel ou un binôme de professionnels accueille des proches aidants qui souhaitent venir échanger sur la thématique du jour. Donc c'est une rencontre mensuelle, donc il y a une thématique à l'année. Donc ils peuvent venir librement, c'est gratuit. Donc soit pour échanger donc, sur la thématique, aussi parler des problématiques qui peuvent être rencontrées à domicile. Avec effectivement pas forcément une invitation active pour prendre la parole et se sentir à l'aise de suite. Des fois, c'est simplement le fait d'écouter d'autres aidants rencontrés, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans cette situation et à vivre certaines difficultés. Et du coup, à peut-être prendre un petit peu de recul et pendant l'espace de rencontre, mais aussi une fois de retour à la maison. Pour réfléchir sur sa propre situation et peut-être voir un petit peu où on en est et quel relais on peut demander et qu'est-ce qu'il existe autour de nous. Et encore une fois, puisque la Maison des aidants a aussi cette vocation, pour que le proche aidant effectivement puisse se sentir libre de venir participer, la Maison des aidants, par les différents services qu'elle a, peut proposer de prendre le relais auprès du proche aidé pendant ce temps-là. Qu'il n'y ait pas d'inquiétude, que le relais soit complètement accompli. Donc actuellement, on en a 2 cafés des aidants, donc mensuels. Ils se déroulent le 3e lundi du mois, donc à Flers, dans cette pièce, donc lundi après-midi, et le 2e lundi après-midi du mois à la Ferté-Massé. Voilà, pour essayer de mailler le territoire, c'est les 2 implantations qui ont été choisies. Et les personnes qui viennent, comment elles ont l'information? C'est vous qui les sensibilisez? Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs canaux pour faire connaître le Café des aidants, notamment le clic. Clic donc, permet de mettre une communication donc, régulièrement sur ces activités-là. Bien sûr aussi par la presse, et le bouche à oreille fonctionne bien. D'accord. Parce que les personnes qui viennent, c'est ce qu'on appelle la paire-aidance. La paire-aidance, c'est comment tu fais toi? Le fait de pouvoir, alors bien sûr avec un professionnel, on est bien d'accord, mais le fait de se dire, je ne suis pas tout seul, et comment toi tu surmontes les difficultés que je rencontre, eh bien c'est rassurant. Donc donc quand je le disais tout à l'heure, le bouche à oreille fonctionne bien par rapport à cela. Comme le disait Élodie, bien sûr nous avons commencé à Flers, mais évidemment les problèmes de mobilité sont de vrais problèmes sur nos territoires ruraux. Et lorsque l'activité proposée est trop éloignée du domicile, bien souvent, il y a un déficit de fréquentation. Donc, nous proposons certes des facilités de mobilité, nous allons chercher très souvent, mais le fait que nous soyons maintenant implantés sur la Ferté-Massé prouve bien que nous ne voulons pas tout concentrer donc, sur une des villes du département, à savoir Flers, et nous avons d'autres projets sur donc, les gros bourgs ou les villes intermédiaires de l'ouest du département de l'Orne. Donc c'est vrai que le Café des aidants, c'est vraiment un temps avec une neuropsychologue, ergothérapeute, pour échanger avec des professionnels, mais aussi entre aidants. Très important. Et donc pour compléter, il y a un programme en fait qui est établi à la fin de l'année avec toutes les dates et les thématiques abordées. Alors souvent les thématiques qui sont choisies pour l'année suivante sont aussi l'écho de ce qui s'est passé dans les cafés des aidants qui ont eu lieu sur l'année qui est en train de se terminer. Et effectivement, on a
un certain nombre de partenaires, donc comme le CLIC, et on va dire les partenaires, les autres acteurs du territoire avec qui on travaille quotidiennement, qui sont aussi là pour diffuser, relayer. C'est aussi l'avantage et du numérique, mais du support papier pour distribuer et laisser ce document, ce petit programme au sein des familles rencontrées. Et puis je dois dire que toutes les activités qu'on a dans l'année, les événements auxquels on participe, sont aussi l'occasion de faire des petits rappels sur les dates de rencontres à venir. Les associations et les fédérations partenaires sont complètement donc, dans la diffusion des différents programmes de ce qui est proposé, et c'est évident que c'est très facile. Nous avons également à la Maison des Aidants un lieu pour, on appelle écoute famille. C'est tout simplement permettre un accompagnement psychosocial au binôme aidant-aidé. Peut-être pourriez-vous parler de cette écoute famille et de cet accompagnement psychosocial si nécessaire souvent à des personnes qui se sentent isolées, incomprises. Alors la première étape quand cet accompagnement et quand une rencontre se fait, où on est le plus souvent interpellé effectivement par des familles qui disent effectivement au quotidien j'accompagne mon proche, je ne sais pas trop si je suis aidant ou pas aidant, mais en tout cas j'accompagne au quotidien, il y a des choses qui deviennent compliquées, je me fatigue aussi beaucoup, voilà, donc qu'est-ce qu'il existe, et c'est vrai que c'est souvent la voie d'entrée qu'il peut y avoir. Après, l'individualité plutôt de chaque situation fait qu'on adapte le début de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'autant il y a un lieu d'écoute qui a été créé donc, sur la Maison des Aidants, on peut recevoir les familles. Donc des fois, pour les premiers rendez-vous, il y a aussi la fratrie qui est présente parce que voilà, tout le monde est impliqué dans la démarche qui démarre. Ça peut aussi être à domicile, tout simplement parce qu'un couple, voilà, ou un enfant et le parent qui est accompagné se sent mieux dans ses repères, et pour un premier échange, ça peut être effectivement plus facilitant. Et puis sinon, il y a aussi des aidants qui veulent dans un premier temps être rencontrés seuls pour parler librement et vraiment savoir de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on propose. Voilà, l'inconnu forcément fait toujours un peu peur quand il faut sortir de sa routine du quotidien. L'idée de ce premier rendez-vous, c'est effectivement de présenter le dispositif, d'identifier avec eux leurs besoins et de savoir par quoi on pourrait démarrer. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait paraître adapté pour garder le lien, commencer à mettre des choses en place, en gardant en tête effectivement qu'il faut et que ce soit adapté à la personne qui est en perte d'autonomie, mais aussi au choix que fait son aidant dans son accompagnement. On n'est pas là pour déposséder, pour prendre la place, on est là pour faire avec, pour être complémentaire. Donc l'idée, c'est de prendre le temps d'échanger sur tout ça. Donc après, il est bien souvent vrai qu'il faut plusieurs rencontres, voilà, pour quelquefois, je pense que ces dernières années, on a eu des fois jusqu'à 2-3 ans d'accompagnement, rien que des rencontres, rien que des entretiens pour faire un petit état de l'avancement qui avait eu lieu avant de réussir à mettre des choses en place et qu'un relais puisse être pris, peut-être même des accompagnements mis en place à l'extérieur de la maison. Mais ça demande du temps, parce que ça demande de respecter le rythme de vie, les habitudes de vie qu'a le binôme aidant-aidé. Ça peut être intrusif aussi, parce qu'il s'entend. Et donc sans que la relation de confiance puisse être là, sans des fois avoir le retour d'autres aidants et de savoir comment ça se passe pour eux, c'est un temps qui est nécessaire. Mais en tout cas, l'accompagnement est psychologique et de sauvegarde, je dirais, des fois du lien social, de lutte contre l'isolement, passe par toutes ces formes et souvent l'entretien avant d'accéder à ce que M. Montambeau a présenté. Dans le droit fil de ce que vient de dire Élodie, la plateforme d'écoute dont on a parlé tout à l'heure, qui permettra justement l'écoute, le soutien à l'information, cette plateforme d'écoute qui va se mettre en place fin octobre, va complètement dans cette relation nécessaire face bien sûr à la maladie, mais à l'évolution aussi des besoins du binôme aidant-aidé. Très souvent, nous avons un aidant qui peut être perçu comme aidant dans un premier temps, qui devient la personne à aider très vite. Et finalement, on n'a pas si clairement que ça, à un moment donné, l'aidant d'un côté, l'aidé de l'autre, mais deux personnes à accompagner. Et c'est vraiment donc dans cette relation et dans cette volonté de parcours de vie que nous situons.
Nous, l'APF France Handicap, pendant le premier confinement, on avait mis en place une ligne d'écoute qui était spécifique, ouverte à tout le monde, mais qui était dans nos réseaux spécifiques aux personnes en situation de handicap. Et à part au début où les premières questions c'était est-ce qu'on a le droit de faire ci, est-ce qu'on a le droit de faire ça, comment, voilà. On s'est vite aperçu que les coups de fil étaient souvent pour la famille, pour les couples, et pas besoin d'aide, d'appel à d'aide, mais qui n'était pas forcément spécifique pour la personne désignée. Et que nous, après, on relayait par rapport à nos professionnels de structure ou des volontaires qui étaient identifiés. Et c'est un peu le travail que vous allez faire, en fait, ciblé sur votre territoire. C'est un peu ça. Et pour après les amener sur vos services, éventuellement, pour mieux les accompagner. C'est ça. C'est que chacun puisse, quand il est en situation de difficulté à surmonter, sache qu'il y a des pistes. Il y a des pistes de solutions. La première des pistes, c'est de se considérer comme étant aidant. Parce que bien souvent, Élodie il faisait allusion tout à l'heure, on ne se dit pas aidant. On est dans la situation d'aide, mais l'étiquette, le mot aidant, c'est un mot, je dirais, de professionnel, quelque part. Et donc finalement, c'est la première étape, c'est de se considérer comme étant quelqu'un qui est lui-même en situation d'avoir besoin d'accompagnement. Et ça, c'est parfois très long, parce que c'est pas si simple que ça, que alors qu'on était en pleine activité, qu'on faisait plein de choses ensemble avec la personne aidée qui était le conjoint, peut-être. On faisait du vélo, enfin bref, on faisait des activités, on avait des loisirs. Tout d'un coup, il faut reconnaître que ça devient plus difficile, voire est complètement remis en question. Et finalement, le fait d'acquérir cette notion de relation, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'accompagnement, c'est déjà une première étape qui va en enclencher d'autres, mais cette étape-là est parfois longue. Et Élodie, bien souvent, quand on se rencontre, elle me disait, parfois il faut un an et demi, parfois, pour cheminer avec le binôme aidant-aidé et réussir à proposer quelque chose qui puisse vraiment s'inscrire dans un accompagnement systémique, c'est-à-dire qui s'adresse au binôme aidant-aidé dans sa réalité, qui est une réalité changeante. Les besoins sont évolutifs, évidemment. Je pense que c'est ça le problème. Oui, c'est l'évolution. Même des fois, sur la durée d'accompagnement, on doit se réadapter sans cesse. Mais le maître mot, et c'est pour ça que la future plateforme porte ce mot-là, c'est l'écoute. Parce qu'à partir du moment où, des fois, en tant que professionnel, on est un petit peu impatient parce qu'on peut vite cibler, voir les besoins qu'il y a et on aimerait mettre des choses en place. Mais simplement, non, c'est d'abord l'aidant qui a besoin d'être écouté. Voilà, de partager son expérience. Et là, effectivement, après, les choses peuvent commencer. Les paroles les plus récurrentes, les plus fréquentes qui sont données après un café des aidants, ça fait du bien d'avoir pu vider mon sac, d'avoir parlé et d'avoir été écouté, mais sans avoir été jugé. Et ça, c'est vraiment des phrases où, en 7 ans, elles ont été dites à de multiples reprises. Donc voilà, finalement, on est dans l'accompagnement humain avant tout. Et c'est la base des échanges. Donc ça sera le cadre de l'intervention à partir de 11h et en début d'après-midi sur les témoignages des aidants, justement sur le cheminement, sur l'apport des formations, des sensibilisations. Voilà, donc la Maison des aidants, comme vous le voyez, donc, le panel d'offres est riche. Donc bien sûr, accompagnement, répit, formation au bon geste des aidants, et puis aussi loisirs. Nous avons donc ce volet loisirs à la Maison des aidants, à savoir que oui, nous avons une salle d'activité physique adaptée avec des vélos connectés, vélos balades virtuelles, tout ça pour stimuler le cognitif et le physique. C'est très important de pouvoir vivre un temps de loisirs et en même temps qui sollicite des fonctions qui, bien souvent, faute d'être sollicitées, s'appauvrissent. Et on sait bien, et je crois que Élodie pourrait confirmer que moins on marche, moins la masse musculaire est tonique, et plus on risque des chutes. Et voilà, donc finalement, ces vélos connectés, là, il m'est arrivé de parler avec des personnes qui étaient sur le vélo, qui me disaient « j'ai plus le droit de faire de vélo, j'ai plus le droit je ne marche plus, et là je me fais plaisir ». Donc ils font des kilomètres en pédalant, sans s'en apercevoir, sur des vélos qui sont bien conçus et qui permettent de voyager dans un environnement qu'on choisit. Donc c'est vraiment de la réalité virtuelle. C'est de la technologie, bien sûr, mais de la technologie au service du bien-être et au service donc des personnes qui viennent à la Maison des aidants.
Nous verrons avec Florence Vaubaillon, qui est coach en activité physique adaptée. Elle saura parler beaucoup mieux que moi de cette activité. Nous avons aussi un jardin à visée thérapeutique, c'est-à-dire un jardin dans lequel on peut déambuler, on peut cheminer en étant sollicité, enfin les sens sont sollicités, que ce soit l'odorat, la vue, le toucher, etc. Le but étant bien sûr là encore de créer du lien autour d'une activité, je dirais toute simple, celle de redécouvrir des fleurs, de goûter une framboise, faire un dessert à partir du framboise, de la rhubarbe. De la rhubarbe, voilà, par exemple. Voilà. Je sais que récemment, il paraît qu'elle était très bonne, cette rhubarbe. Voilà. Et pouvoir déambuler aussi. En fait, il y a un espace de déambulation. Espace de déambulation. En fait, nous avons aussi dans un coin de notre jardin à visée thérapeutique une pergola bioclimatique, c'est-à-dire une pergola qui permet de cheminer vers quelque chose, de pouvoir s'asseoir, de pouvoir vivre un temps d'échange, d'écoute de musique. Enfin voilà. On a donc là, dans cet espace-là, une possibilité de vaquer à des occupations par petits groupes, et pas toujours les 10 personnes qui sont donc accueillies, censées être accueillies tous les jours. Donc on peut très bien avoir des activités par affinité dans cette pergola qui se trouve donc dans le jardin. C'est vrai parce que la façade est jolie, un peu bretonne, on commence à arriver en Bretagne avec l'architecture. Et c'est vrai que derrière la façade, derrière, en fait, à l'intérieur, on a l'impression qu'à plateforme de répit, moi j'ai ce retour presque un hôtel. Avec salle de repos, salle de restauration. Dehors, on peut respirer comme on veut. C'est aménagé, c'est super joli. Je trouve que c'est pas assez connu aussi. Parce qu'en plein centre-ville, d'avoir un jardin aussi bien entretenu et aménagé, parce qu'il y a plusieurs espaces, on peut être seul, on peut être à plusieurs. On mettra des photos, peut-être une vidéo bien aussi. Je ferai une photo tout à l'heure, c'est super. Ça, c'est vraiment bien. Alors, vous parliez de la maison type breton, mais c'est un type normand. Je provoquais. Et cette maison, elle a son histoire à faire. Parce qu'elle a été construite après la guerre, qui a beaucoup détruit le centre-ville. Et c'est un immeuble de la reconstruction. Et cet immeuble de la reconstruction a été construit en 1963 par un architecte, qui en a fait sa maison de famille, mais aussi son atelier d'architecte. D'accord. Donc c'est une grande maison de 450 mètres carrés, en pierre, d'accord. Et c'est vrai qu'elle est noble, cette maison, et c'est pas par hasard que nous l'avons choisie pour devenir la maison des aidants. Et c'est vrai que le fait d'être en hyper centre-ville et d'avoir un jardin de 160 mètres carrés, donc situé en plein soleil, nous avons une terrasse avec bien sûr store au Bannet, etc. On peut toujours calmer le soleil, c'est pas un problème. Et ça donne évidemment une bouffée d'oxygène là aussi, parce qu'on respire mieux quand on est dans un environnement sympathique. Donc voilà pour le jardin. C'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas qu'on est un territoire très rural, à 5 km on n'a personne. On est dans un hypercentre, c'est-à-dire qu'on peut sortir et puis en fauteuil, à pied, en déambulant d'ambulateur facilement. Et on peut respirer aussi le jardin. En fait, je trouve que c'est idéal. Combien de temps ça a mis les travaux ? Alors les travaux, une année. Une année. Le projet, donc entre la gestation du projet est 3 ans, parce que c'était un projet d'importance et qu'il a fallu bien évidemment, bien sûr, concevoir le projet, mais aussi le financer. Et tout ça prend du temps, évidemment. Et donc aujourd'hui, nous avons un outil, car la maison des aidants, ce n'est pas un but en soi, c'est tout simplement un dispositif, un outil au service donc, de l'accompagnement des personnes. Et nous sommes là avec la volonté de faire évoluer cet outil au fil du temps. Parce que la maison des aidants, telle que nous la vivons aujourd'hui, elle a été voulue telle qu'elle, mais bien évidemment, les évolutions sociétales, c'est-à-dire la vie des personnes, les modes de vie, les attentes des personnes évoluent. Et il faudra bien aussi que la maison des aidants évolue pour être bien en phase avec les besoins de la société d'aujourd'hui, du binôme aidant-aidé. Oui, nous avons aussi, donc, nous en avons parlé des ateliers de prévention, nutrition, on a vu là, tout à l'heure la cuisine, mais aussi nous avons des ateliers mémoire, qui sollicitent, comme le nom l'indique, la mémoire, atelier bien-être, atelier numérique pour garder la possibilité
Vous savez, c'est toujours le problème. On a tous des outils numériques, sauf qu'à un moment donné, si on ne les utilise pas, on ne sait plus s'en servir. Bon, donc nous avons et vous savez que le numérique, aujourd'hui, c'est ce qui permet le lien social, le lien familial. Les petits-enfants n'envoient plus de... On peut aller à la boîte à lettres, on ne va pas avoir beaucoup de courriers. Par contre, on aura des photos à l'instant même où les petits-enfants ou les enfants vivent quelque chose qu'ils veulent faire partager à leurs parents, par exemple. Et c'est vrai que cet usage du numérique, il ne faut pas le perdre, parce qu'à un moment donné, ça devient compliqué. Donc nous avons un atelier numérique, atelier jeux de société tout simplement, hein, et puis brain gym, c'est-à-dire la gymnastique du cerveau, on sollicite aussi, donc voilà. Nous avons des ateliers vraiment très différents, ludiques et d'autres plus intellectuels si on peut dire, hein, mais la personne c'est un ensemble et c'est bien sûr tout cet ensemble que nous voulons solliciter pour éviter une perte d'autonomie à un moment donné. On ne l'enrayera pas tout à fait, mais on veut en tout cas la freiner cette perte d'autonomie. Voilà. Nous sommes en train de concevoir, mais ça c'est compliqué, hein. Nous y sommes depuis un certain temps, un serious game. Un serious game de formation. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un serious game, c'est un jeu sérieux par définition, c'est-à-dire qu'on peut apprendre en jouant. Et donc là, nous sommes en train de concevoir un serious game de formation des aidants avec une entreprise de Cherbourg, hein, spécialisée dans les serious games. Mais bon, c'est pas notre métier, hein, donc bon, on nous sollicite là pour concevoir ce serious game qui sera complémentaire des autres formations papier, vidéo. Par ailleurs, on n'est pas le serious game n'étant qu'un des aspects de la formation des aidants. Et puis nous faisons aussi l'accompagnement véhiculé. On le disait tout à l'heure, la mobilité ou le manque de mobilité empêche bien souvent les personnes de rejoindre des activités qui sont proposées. Et donc, de plus en plus, nous avons des activités de loisirs, des activités culturelles ou sociales qui ne sont possibles que si nous proposons cet accompagnement véhiculé. Et ça n'est même plus une option quand on propose aujourd'hui une activité, si, je dis bien à ce public-là, si nous ne proposons pas, si nous ne facilitons pas la mobilité, bien souvent, c'est peine perdue, nous avons un déficit de fréquentation. Alors, c'est vrai que... Alors concrètement, comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Eh bien, alors déjà par rapport aux ateliers prévention, quand la plus forte communication se fait pendant l'été pour préparer la rentrée. Et sur le petit coupon, sur la feuille de présentation, les petits coupons que les personnes ont à rendre, elles doivent indiquer si elles sont véhiculées ou pas, si elles ont un moyen pour pouvoir venir. Si ce n'est pas le cas, donc c'est vrai qu'il y a des personnes, alors soit des intervenants du domicile, soit des membres de l'équipe de la maison des aidants, qui prévoient un temps pour faire un petit tour à domicile et effectivement aller récupérer les participants pour solutionner cette absence de transport. Il arrive pour les activités aidants aussi qu'il y ait du covoiturage qui se mette en place, forcément, quand on vient à plusieurs reprises, qu'il y a effectivement un programme et une rencontre régulière entre aidants. Il y a forcément des affinités, des liens qui se créent. Et on est dans la recherche de solutions autant sur son accompagnement que sur la base du quotidien, donc l'entraide du quotidien. Et donc, bien souvent, il y a du covoiturage qui se met en place. Mais c'est vrai que souvent, c'est les professionnels qui restent quand même majoritairement le plus souvent sollicités. Il faut prévoir ce temps dans l'organisation. Mais il y a aussi des véhicules adaptés. Oui. Effectivement, puisque donc on dispose d'un véhicule aménagé donc pour un fauteuil roulant, pour aussi que les ateliers mis en place soient ouverts au plus grand nombre. Et puis donc sinon il y a un véhicule 9 places, oui. Qui est arrivé récemment pour encore une fois répondre en une seule tournée, on va dire, de transport aux différents arrêts qui sont nécessaires pour constituer le groupe qui est attendu. C'est vrai que nous avons constaté, et Elodie était là quand on a créé l'accueil de jour, on avait prévu dès le départ un véhicule PMR pour personnes à mobilité réduite. On pensait qu'il serait utile, mais il n'est pas utile, il est indispensable, ce n'est pas une option. Maintenant, c'est clair que nous avons obligatoirement donc, à véhiculer les personnes qui ne sont pas autonomes sur ce plan-là. Voilà. Oui, je crois qu'au niveau de l'accueil de jour... Avant l'été, on devait être à une file active de 28-29 personnes et il y a une personne qui venait par ses propres moyens.
Donc Oui, c'est ça Très fait peu- partie de la très peu journée. viennent par leurs propres moyens. Alors la maison des aidants, ce n'est pas qu'une maison des aidants âgés. Bien souvent, on peut peut-être penser les aidants, ce sont des personnes qui accompagnent une personne d'un certain âge. Bon, globalement, c'est vrai que nous avons statistiquement une approche aidant-aidé plutôt âgée. Sauf que la maison des aidants n'est pas du tout destinée uniquement aux âgés. Elle est aussi ouverte aux personnes qui sont aidants actifs. Qu'appelle-t-on aidant actif? C'est monsieur ou madame qui, le matin, ont un fils, par exemple, ou une fille qui a un problème, qui est en situation de handicap, autisme ou autre, et qui vont au boulot le matin, et qui vont au travail le matin après la nuit telle qu'elle s'est déroulée. Et ces aidants actifs sont bien souvent des personnes qui ont beaucoup de difficultés à articuler vie personnelle, vie professionnelle. Et cette articulation difficile entre vie personnelle et vie professionnelle leur cause beaucoup de soucis. Pourquoi? Tout simplement parce que pour les managers des entreprises, c'est pas évident d'avoir quelqu'un qui est absent ou qui parfois n'est pas à son travail comme on pourrait le souhaiter. Voilà. Et c'est aussi au niveau des collègues de travail parfois des difficultés. Donc les managers ont parfois du mal à comprendre la difficulté de l'aidant actif, mais également les collègues de travail. Et là, nous avons une approche, ce qu'on appelle le care management. C'est une approche qui veut justement essayer de favoriser vie personnelle, vie professionnelle en travaillant avec les entreprises, quelle que soit la taille. Et pour ce faire, nous avons reçu de la part de la CARSAT Normandie un accueil très favorable, également la G2R, la mondiale, également la MSA, également des fondations, la fondation du Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie. Donc nous sommes donc dans un groupe de travail que nous avons créé, qui a été ralenti à cause de la période du Covid, mais nous sommes dans un groupe de travail, nous voulons faire avancer cette approche care management pour s'adresser donc aux aidants plus jeunes, aux aidants qui ont encore un travail à l'extérieur. Donc vous voyez que la maison des aidants, le programme est très divers. Je vous propose de regarder une vidéo qui vous montrera des activités notamment de réalité virtuelle dans cette maison des aidants. Bonjour, nous sommes à Flers en Normandie devant la maison des aidants, une réalisation unique en France, soutenue par l'Europe notamment. Je vous invite à venir visiter cette maison des aidants de Flers. Cette maison des aidants est un concept qui s'adresse aux binômes aidants-aidés. Je vais l'accompagner. Hop. Allez, venez Henri, je prends le relais. Nous accueillons en accueil de jour des personnes donc à la journée, parfois en halte répit, parfois en week-end répit. Le but étant bien sûr d'offrir une panoplie de répit possible aux aidants qui très souvent ne se disent pas aidants, se disent je ne fais que ce que je dois et finalement ne se rendent pas compte qu'ils s'épuisent. J'ai noté pour vendredi. Là même je suis plus qu'aidante puisque sans moi il ne peut rien. Il ne mange pas tout seul, il ne marche pas tout seul. Vous croyez que quand on m'a annoncé que mon mari avait une maladie neurologique, que j'allais dire c'est bien, je le mets quelque part et puis moi je m'en vais? Non. Là, il y a la maison des aidants qui fait le bon compromis entre l'EHPAD et le domicile, puisque 2 jours ici la semaine, si je veux, je peux avoir une 3e journée. Hein. C'est vital. Je ne serais pas là à vous parler. Là. Si cette maison n'existait pas, je ne serais pas là. Alors, est-ce que vous voulez vous balader en montagne, au bord de la rivière, dans un village d'antan? Village d'antan, c'est Village d'antan, c'est parti. On est là pour maintenir leur autonomie au maximum, à travers les activités, à travers l'accompagnement sur les actes de la vie quotidienne, pour stabiliser tout simplement les capacités qu'on a identifiées qui sont encore là, ce qu'on appelle les capacités résiduelles, pour stabiliser leur état d'autonomie. C'est bon, vous avez l'image?
Par rapport au fauteuil de réalité virtuelle, il y a plusieurs intérêts. Il y a effectivement le fait de, pourquoi pas, retourner sur des lieux déjà rencontrés. Donc ça débouche souvent sur un atelier réminiscence. Il y a l'aspect sensoriel aussi. Et l'autre intérêt qu'on a découvert au fur et à mesure, c'était l'apaisement des troubles du comportement. L'Europe s'est intéressée à notre projet expérimental et nous avons été retenus dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt e-santé et santé numérique, ce qui nous a permis de nous doter l'établissement d'un ensemble cohérent de sollicitations numériques, digitales. Vous avez passé le kilomètre, Claire, impeccable. Nous mettons en place donc une infrastructure, si je puis dire, qui n'existait pas, qui est un peu exceptionnelle sur le plan de son concept en France et qui aujourd'hui donc a vocation à être expérimentale, mais bien évidemment aussi à être essaimée sur l'ensemble du territoire national. Notre réalisation de la Maison des Aidants a été remarquée sur le plan régional, mais aussi sur le plan de l'Europe, car nous avons pu bénéficier d'une couverture médiatique importante sur le plan donc bien sûr national, passage France 3 bien sûr, mais aussi au niveau de l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui diffuse bien sûr tout ce qui a été réalisé grâce à des subventions, des cofinancements de l'Europe. On peut peut-être regarder cette vidéo de l'ANCT. Tout noir sur blanc, on s'aperçoit que des fois je me dis mais j'ai rien fait dans la journée, mais je m'aperçois que quand on met tout noir sur blanc, il y a beaucoup de choses de faites quand même. Dans l'accompagnement de son proche? Oui, dans l'accompagnement, oui. Et puis qui s'ajoute à tout le travail. Plaisir pour lui, qui est un plaisir pour lui. Donc finalement, en étant actif et sur des choix qu'il peut faire, on est dans le maintien à domicile. Est-ce que vous la reconnaissez, cette dame? Retarder le plus possible le départ des malades en EHPAD, tout Et là, vous pouvez vous asseoir. Accompagné par une équipe de professionnels de santé, il entretient ses réflexes avec une petite préférence pour la balade virtuelle à vélo. Le vélo, c'était quelque chose que Henri faisait, que là, on lui donne la possibilité de faire en toute sécurité et qui provoque un plaisir pour lui, qui est un plaisir pour lui. Donc finalement, en étant actif et sur des choix qu'il peut faire, on est dans le maintien à domicile. Est-ce que vous la reconnaissez, cette dame en photo? Retarder le plus possible le départ des malades en EHPAD, tout en préservant leurs proches. C'est l'objectif de cette maison des aidants, qui dispose aussi de plusieurs chambres pouvant accueillir les familles dès qu'elles en éprouvent le besoin. C'est bon. Quand on vit à la maison avec une personne aidée... Voilà, donc oui, nous sommes convaincus de l'incidence des technologies innovantes, complémentaires de l'aide humaine, et de la nécessité de contribuer donc aux évolutions du secteur du domicile. La Maison des Aidants est un lieu qui valorise les innovations. Elle est une référence et elle accompagne les nécessaires évolutions ergonomiques du domicile. Ergonomie, bien sûr, e-santé, mobilité, loisirs, activités numériques. Et nous voulons toujours contribuer à améliorer, renforcer l'attractivité du métier des intervenantes à domicile. Par exemple, les intervenantes à domicile, leur lieu de travail, qui est le domicile, évidemment, des personnes accompagnées, n'offrent pas des espaces conformes à qu'elles apportent, contribuent à créer des troubles musculo-squelettiques, par exemple. Lorsqu'on a des WC, des salles d'eau qui ne sont pas adaptées, bien sûr, c'est difficile pour les personnes qui occupent la maison, mais c'est aussi difficile pour notre personnel. Et quelque part, il faut qu'on contribue à l'amélioration de la qualité de vie du travail de nos personnels et nous devons faciliter, oui, l'évolution ergonomique des domiciles. Eh bien, nous avons le Gyrolift, un fauteuil tout à fait innovant qui a été conçu par un docteur en robotique et qui nous l'a présenté le 29 juin dernier. Nous allons en faire l'acquisition. C'est un fauteuil tout à fait révolutionnaire puisqu'il est sur 2 roues, donc sur un gyropode, permet de pivoter sur place
360 dans des couloirs exigus, des domiciles qui ne sont pas forcément des domiciles avec des portes extra larges comme on en fait aujourd'hui. Alors on peut regarder peut-être cette vidéo sur le gyrolift. Eh bien, comme vous l'avez vu, donc, du matériel innovant, ce dernier fauteuil gyrolift là, qui permet à la verticalisation, hein, non seulement donc, de pivoter sur des espaces extrêmement exigus, mais la verticalisation qui permet de parler presque regard les yeux dans les yeux, qui permet d'accéder à une étagère supérieure. Voilà, donc vraiment, donc, la Maison des Aidants cherche à créer des partenariats avec des entreprises, des startups souvent, innovantes. C'est le cas, par exemple, donc avec plusieurs startups, nous avons des conventions de partenariat et d'expérimentation. C'est-à-dire que bientôt, nous allons expérimenter du nouveau matériel de différentes startups, de Saint-Brieuc, d'Orléans, par exemple, pour vérifier que le matériel est bien en phase avec des besoins, correspond à des attentes des utilisateurs, et donc nous aurons un retour utilisateur avant que le matériel puisse être industrialisé. Donc la Maison des Aidants est bien dans cet écosystème d'innovation, de création entre l'idée de recherche et développement et l'usager, d'accord, celui qui pourra en bénéficier au domicile. Donc nous sommes donc à cette interface. Donc bien sûr, nous n'avons pas de prétention extraordinaire, mais bien sûr que des micro-projets comme le nôtre, ici et là, peuvent faire avancer la cause du domicile, peuvent faire avancer la cause des aidants et des aidés. Nous avons des conventions, je le disais, avec des entreprises. Nous avons bien sûr des relations étroites avec le pôle de compétitivité Normandie, mais aussi le Gérontopôle Normandie. En tout cas, et ce que nous savons, c'est que nos personnels, lorsqu'ils entrent au domicile, eh bien, ils peuvent être prescripteurs, c'est-à-dire dire à monsieur ou madame, tiens, ce serait bien que vous pensiez à telle et telle évolution de votre domicile. Si l'évolution arrive, ils vont être co-utilisateurs. Nos personnels vont pouvoir utiliser le matériel et, bien évidemment, dans un troisième temps, être évaluateurs de ces aides techniques. Dire, voilà, il y a un problème, ou bien il faudrait peut-être penser à telle évolution du matériel. Donc nous sommes vraiment dans cette logique, au sein d'un écosystème. Oui, la Maison des Aidants, oui, l'UNA Bocage-Journay, et c'est à sa place d'être un contributeur à l'évolution des technologies du domicile. Mais écoutez, voilà, tout ça a été réalisé grâce donc à des partenariats ambitieux, structurants, public-privé, et je ne peux pas ne pas citer les quelques partenaires très importants. Allez-y. Et nous avons bien sûr Sylvie Tulan qui est là donc en tant que conseillère départementale, mais l'Orne, le département de l'Orne a contribué à la réalisation de ce projet, la région Normandie, l'Europe, la CARSAT Normandie, l'ARS Normandie,
Et puis des fondations d'entreprises du Crédit Mutuel Ménanjou Basse-Normandie, la G2R La Mondiale sur le plan régional mais aussi national, la Fondation Massif et bien sûr aussi la ville de Flers a facilité donc les travaux de cette maison des aidants. Nous sommes fiers de cette maison des aidants, mais comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil au service d'une population sur un territoire, et c'est un territoire qui a des besoins, et nous sommes censés pouvoir évoluer en fonction des besoins, en lien avec les élus du territoire, en lien avec les élus du département, pour que vraiment cet outil soit optimisé et colle bien à des réalités du terrain. Donc nous souhaitons une bonne journée du 6 octobre, une bonne journée à la Maison des Aidants, avec cette tonalité donc, de la Journée nationale des aidants. Merci pour cette présentation. On reviendra dans l'échange tout à l'heure à 11h. Dans 2-3 minutes, on revient. Et cet après-midi, on reviendra sur des choses précises quant au fonctionnement du projet de la Maison des Aidants. Merci beaucoup.